Au matin silencieux, une femme d'affaires puissante visite la tombe de son fils avec la même rigidité qui a toujours guidé sa vie. Mais tout change lorsqu'elle trouve une jeune inconnue agenouillée devant la pierre tombale, tenant un enfant dans ses bras. Ce qui semblait une intrusion devient une révélation dévastatrice. Cette fillette est sa petite-fille, autrefois rejetée par orgueil et aujourd'hui ramenée par le destin. Face au miroir de la culpabilité et de l'amour perdu, elle devra choisir entre garder le contrôle ou enfin apprendre à aimer sans barrière. La brume matinale recouvrait encore une partie du cimetière de Loyasse quand Hélène Dubois franchit le portail principal de son pas ferme et calculé. Ses talons hauts martelaient le sol pavé comme un métronome implacable, marquant le rythme d'une routine qu'elle accomplissait depuis près de 2 ans sans faillir un seul jour. À 63 ans, Hélène était le genre de femme qui commandait des salles de réunion d'un seul regard, qui signait des contrats millionnaires sans que sa main ne tremble, qui avait bâti un empire du bâtiment au cœur de Lyon avec la même détermination qu'elle mettait maintenant à marcher entre les tombes. Le bouquet de lit blanc qu'elle portait coûtait plus que ce que de nombreuses familles dépensaient en 1 mois de course. Importé, frais, parfait. Comme tout devait l'être dans la vie d'Hélène. Le contrôle était sa langue maternelle, la perfection son dialecte de prédilection. Elle avait toujours cru qu'aimer c'était protéger, et que protéger signifiait décider, planifier, commander. Elle n'avait jamais permis que quoi que ce soit déraille, n'avait jamais accepté l'improvisation ou l'inattendu, jusqu'au jour où la vie lui avait arraché ce qu'elle avait de plus précieux. Rodrigue Dubois reposait là depuis 1 an et, 10 mois, son fils unique, son héritier, sa raison de continuer à respirer. La stèle en marbre italien brillait même sous le ciel nuageux, polie chaque semaine par des employés spécialement engagés pour cela. Hélène ne tolérait pas que la poussière s'accumule, que les fleurs se fanent, qu'un quelconque signe de négligence ne vienne souiller la mémoire de son fils. Elle s'approcha du caveau familial avec la même posture droite que toujours, le sac de marque pendu à son bras, le tailleur gris impeccable, les cheveux noués en un chignon qui ne laissait pas un seul cheveu dépassé. Mais ce jeudi matin-là, quelque chose était différent. Quelqu'un était là. Une jeune femme mince d'une 20aine d'années était agenouillée devant la stèle de Rodrigue. Elle portait un jean délavé et un simple chemisier en coton, ses cheveux bruns attachés en une queue de cheval en désordre. Et sur ses genoux, enveloppé dans une couverture usée mais propre, un jeune enfant dormait avec la respiration tranquille de celui qui ignore le poids du monde. Hélène s'arrêta à 3 mètres de distance, le cœur battant à tout rompre sous le coup d'une émotion qu'elle ne parvenait pas à nommer. La colère, peut-être, ou la méfiance. C'était son territoire, son rituel, son moment sacré avec son fils. Qui était cette intruse qui osait profaner cet espace? La jeune femme leva le visage en percevant une présence. Ses yeux marrons étaient gonflés, marqués par des nuits de sommeil insuffisants et des jours de travail épuisants. Elle tenait un modeste bouquet de marguerites, des fleurs de marché, probablement achetées avec les dernières pièces de sa poche. Quand elle vit Hélène, une lueur de reconnaissance traversa son visage, immédiatement suivie par la peur. « Qui êtes-vous » La voix d'Hélène trancha le silence comme une lame acérée. « Que faites-vous ici » La jeune femme se releva avec difficulté, équilibrant l'enfant sur ses genoux. Elle tenta de faire un pas de côté, comme si elle voulait simplement disparaître, éviter la confrontation. Mais Hélène fit 2 pas en avant, lui barrant le passage. « Je vous ai posé une question », répéta Hélène, la voix plus basse, mais infiniment plus dangereuse. « C'est la tombe de mon fils. Vous n'avez pas le droit d'être ici. » La jeune femme déglutit. L'enfant bougea sur ses genoux, commençant à s'éveiller. Elle ajusta la couverture de ses mains, tremblante, essayant de gagner du temps, essayant de décider si elle devait fuir ou affronter cette femme qui semblait sculptée dans la glace. « J'ai connu Rodrigue », sa voix sortit basse, presque un murmure. « On était très proches. Je suis juste venu apporter des fleurs. Je ne voulais pas déranger. »« Proche », Hélène répéta le mot avec dédain. « Mon fils n'avait pas d'amis dont j'ignorais l'existence. Il me racontait tout, et je n'ai jamais entendu parler de vous. » Quelque chose changea sur le visage de la jeune femme, une étincelle de douleur, d'indignation. Elle serra sa fille plus fort contre sa poitrine et trouva enfin le courage de regarder Hélène dans les yeux. « Vous ne saviez pas grand-chose de sa vie, madame, » dit-elle,
et il y avait une fermeté nouvelle dans ses mots. Rodrigue venait au quartier de la Duchère toutes les semaines. Il donnait des cours d'alphabétisation pour adultes. C'est là qu'on s'est connus. Il y a 4 ans. Hélène sentit le sol se dérober sous ses pieds. La Duchère, bénévolat. Rien de tout cela n'avait de sens. Rodrigue travaillait dans l'entreprise de construction, gérait des projets, participait à des dîners de charité. Il n'avait pas le temps de traîner dans des quartiers défavorisés, de donner des cours. Elle l'aurait su. « Vous mentez », dit Hélène, mais sa voix sortit moins convaincante qu'elle ne l'aurait voulu. La jeune femme secoua lentement la tête. « Je m'appelle Julie Martin. J'avais 20 ans quand j'ai connu Rodrigue. Il est arrivé au centre social où je prenais des cours du soir, parce que je n'avais pas pu finir mes études plus jeune. Je devais travailler depuis l'âge de 14 ans pour aider ma mère. Rodrigue était différent de tous ceux que je connaissais. Il ne nous regardait pas avec pitié. Il nous regardait avec respect. » Hélène serra le bouquet de lys avec une telle force que les tiges commencèrent à se briser. Des souvenirs se mirent à pulser à la lisière de sa conscience, des fragments de conversation qu'elle avait ignorés, rejetés, refoulés. « Si vous étiez si proche, pourquoi ne l'avez-vous jamais accompagné aux événements familiaux ?» contre-attaqua Hélène. « Pourquoi n'êtes-vous jamais venu chez nous? Pourquoi n'avez-vous jamais été présenté ?» Julie laissa échapper un rire amer, sans joie. « J'ai essayé, Madame Dubois. J'ai essayé 3 fois. La première fois, Rodrigue avait organisé un dîner. J'avais acheté une nouvelle tenue avec le salaire de 2 semaines. Je suis arrivé à l'entrée de votre maison et l'agent de sécurité m'a dit qu'aucun dîner n'était prévu, que vous aviez annulé. La deuxième fois, c'était un déjeuner du dimanche. Rodrigue avait insisté. J'ai pris 2 bus, j'ai apporté des fleurs. Le même agent de sécurité m'a dit que vous étiez en voyage, que vous ne receviez pas de visite. La 3e fois, je n'ai pas prévenu, je suis juste venu, et c'est vous-même qui m'avez répondu à l'interphone. Le souvenir lui revint comme un coup de poing à l'estomac. Hélène se souvint. Un samedi après-midi, il y a 3 ans. Une voix féminine à l'interphone, timide, demandant à parler à Rodrigue. Hélène avait dit qu'il n'était pas là, qu'il ne recevait pas d'inconnus, qu'il ne fallait plus appeler. Et ensuite, elle avait ordonné au concierge de bloquer ce numéro. « Vous n'étiez pas approprié », murmura Hélène, plus pour elle-même que pour Julie. Rodrigue avait un avenir brillant, il allait reprendre l'entreprise. Il avait besoin de quelqu'un du même milieu, avec la même éducation. Julie fit un pas en avant. L'enfant se réveilla complètement et ouvrit les yeux, regardant autour d'elle avec curiosité. Et c'est à ce moment-là qu'Hélène regarda vraiment la petite fille pour la première fois. Le monde s'arrêta. Les yeux. Ses yeux étaient ceux de Rodrigue. La même couleur verdâtre avec des paillettes dorées, la forme du visage, le petit nez retroussé, la façon dont la bouche se courbait en un arc parfait. Même la fossette sur la joue gauche, la même que Rodrigue avait quand il souriait. Hélène sentit ses jambes flageoler. Elle fit un pas chancelant en arrière et s'appuya sur une stèle voisine pour ne pas tomber. Quel âge a-t-elle? La question sortit rauque, presque inaudible. Elle va avoir 2 ans dans 3 mois, répondit Julie. Elle est née en janvier, 7 mois après le départ de Rodrigue. Impossible, chuchota Hélène, mais elle savait déjà que ce n'était pas le cas. Elle savait déjà qu'elle regardait sa petite fille, le sang de son sang, la dernière partie vivante de Rodrigue qui restait en ce monde. Julie ajusta la petite fille sur sa hanche. Isabelle, elle s'appelle Isabelle, mais je l'appelle Belle. Elle ressemble à son père, n'est-ce pas? Les gens du quartier le disent toujours. Pourquoi ne me l'avez-vous jamais dit? Parvint à demander Hélène, les larmes s'échappant enfin des coins de ses yeux parfaitement maquillés. Julie laissa échapper un rire sans joie. J'ai essayé, madame. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, je suis allée à l'entreprise de construction. J'ai réussi à atteindre la réception. J'ai parlé à sa secrétaire. Elle est allée jusqu'à votre bureau. Et vous êtes descendu en personne, vous m'avez raccompagné jusqu'à la rue, et vous m'avez dit que, si je revenais, vous appelleriez la sécurité. Vous avez dit que vous ne vouliez pas voir des gens comme moi essayer de profiter de la famille Dubois, que les filles comme moi apparaissaient toujours en inventant des histoires. J'étais enceinte de 3 mois. Hélène se souvint. Elle se souvint de la jeune femme aux vêtements simples à la réception, nerveuse, demandant à parler à Rodrigue. Elle se souvint avoir supposé que c'était une autre tentative d'extorsion, d'escroquerie. Il y avait tant de gens qui essayaient de profiter de la fortune de la famille. Elle avait protégé son fils.
Moins, c'est ce qu'elle pensait. Et ensuite, continua Julie, la voix brisée, après la naissance de Belle, j'ai envoyé des lettres. 5 lettres en 6 mois. Je n'ai jamais reçu de réponse. J'ai appelé le portable de Rodrigue que j'avais encore gardé. Le numéro n'existait plus. J'ai essayé par le bureau. On m'a dit qu'il avait interdit les appels de numéros inconnus. Je n'avais plus la force d'insister. J'avais une fille à élever seule. Je travaille dans une laverie, du lundi au samedi 10 heures par jour. Belle va dans une crèche associative. On vit à l'arrière, de la laverie, une petite pièce. Mais c'est à nous, et elle va bien. Elle est en bonne santé, nourrie, aimée. Pourquoi n'avez-vous pas demandé d'aide? Chuchota Hélène. Pourquoi n'avez-vous pas poursuivi la famille en justice? N'avez-vous pas exigé une pension alimentaire, une reconnaissance? Julie regarda Hélène avec un mélange de tristesse et de fierté. Parce que je ne voulais pas que Belle grandisse dans un endroit où elle ne serait pas désirée, où elle serait vue comme un problème, une erreur, une honte. Je préfère qu'elle grandisse pauvre, mais en sachant qu'elle est aimée plutôt que riche, et en sentant qu'elle est un fardeau. L'enfant Belle commença à s'agiter, voulant descendre. Julie la posa délicatement par terre, tenant sa petite main. La fillette fit quelques pas mal assurés jusqu'à la stèle de Rodrigue et toucha le marbre froid de sa paume ouverte. « Papa, dit-elle, sa voix fluette et claire comme une clochette. On a apporté une fleur. » Hélène s'effondra. Littéralement, elle s'effondra là, sur le sol humide du cimetière, les genoux s'enfonçant dans l'herbe, les mains couvrant son visage, tandis qu'elle sanglotait. Toutes les années de contrôle, de force, de rigidité s'écroulèrent en cet instant. Elle avait détruit la chance de bonheur de son fils. Elle avait éloigné la femme qu'il aimait. Elle avait privé sa petite fille de connaître la moitié de sa famille. Et le pire, l'absolument insupportable, c'est que Rodrigue était parti sans savoir qu'il allait être père. Julie s'agenouilla à côté d'elle, gardant encore ses distances, mais avec une expression qui n'était plus de la colère, seulement un profond épuisement. « Il était au courant, dit-elle doucement. Pour la grossesse. J'ai réussi à lui envoyer un message par un ami commun, 3 mois avant l'accident. Il a répondu. Il a dit qu'il était heureux, qu'il allait tout arranger, qu'il viendrait me chercher, qu'on élèverait Belle ensemble, même si vous n'acceptiez pas. Il venait me retrouver ce jour-là. » Hélène leva son visage inondé de larmes. « Il venait te retrouver ?» Julie hocha la tête. On s'était donné rendez-vous dans un café du centre-ville. Il allait voir mon ventre. On allait parler de l'avenir. Mais il n'est jamais arrivé. Et 3 heures plus tard, j'ai vu aux informations. L'accident sur les quais du Rhône. Je suis allé à l'hôpital, mais on ne m'a pas laissé entrer. Je n'étais rien officiellement, juste une inconnue de plus. Les 2 femmes restèrent là, agenouillées sur l'herbe mouillée, séparées par des années d'incompréhension et de mauvaises décisions, unies par l'absence du même homme. Belle continuait de toucher la stèle, fredonnant une chansonnette qu'elle avait probablement apprise à la crèche. « Je veux la connaître », dit soudain Hélène, la voix ferme malgré les larmes. « Je veux connaître ma petite fille. Je veux réparer mes erreurs. S'il vous plaît, donnez-moi une chance. » Julie se leva, reprit Belle dans ses bras et recula, d'un pas. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Madame Dubois. Vous nous avez éloignés une fois, vous pourriez le refaire, et je ne laisserai personne faire du mal à ma fille. Je vous le promets. » Hélène se leva également, tendant les mains en supplication. « Je le jure sur tout ce que j'ai de plus sacré, sur la mémoire de Rodrigue. J'avais tort, terriblement tort. Mais je peux changer. Laissez-moi être une grand-mère. Laissez-moi aimer cet enfant comme j'aurais dû vous aimer dès le début. » Julie hésita. Elle regarda sa fille, puis la stèle, puis Hélène. Finalement, elle soupira. « Une rencontre, dans un lieu public, au parc, demain après-midi. Si je sens que vous essayez de me contrôler, de me prendre Belle, de nous faire disparaître, je partirai, et vous ne nous retrouverez plus jamais. » Hélène accepta immédiatement, acceptant les conditions sans discuter. Pour la première fois de sa vie, elle n'était pas aux commandes. Et étrangement, cela semblait juste. Le lendemain, Hélène arriva au parc de la Tête d'Or une demi-heure avant l'heure convenue. Elle s'assit sur un banc en bois près de l'aire de jeu, les mains jointes, sur ses genoux, le cœur battant plus vite que lors de n'importe quelle réunion d'affaires qu'elle avait jamais menée. Elle portait des vêtements plus simples cette fois, un pantalon en lin clair et un chemisier en coton.
Elle avait même retiré quelques bijoux. Elle ne voulait pas intimider. Elle ne voulait pas répéter les erreurs du passé. Quand elle vit Julie apparaître avec Belle le long de l'allée bordée d'arbres, Hélène se leva lentement. La petite fille courait devant sa mère, trébuchant sur ses propres petites jambes, riant à chaque fois qu'elle tombait presque et se relevait. Julie la suivait. De près, vigilante, protectrice. Belle s'arrêta en voyant Hélène. Elle regarda sa mère comme pour demander la permission. Julie hocha la tête. La fillette s'approcha d'Hélène avec curiosité, la tête penchée sur le côté exactement comme le faisait Rodrigue quand il réfléchissait. « Salut !» dit Belle. « C'est toi la mamie dont maman a parlé. » Hélène sentit sa poitrine se serrer. Les larmes revinrent, mais cette fois, elles étaient différentes. C'étaient des larmes de gratitude. « Oui, mon amour, je suis ta mamie. » Belle tendit une petite main potelée. À l'intérieur, un petit beurre déjà à moitié, cassé, probablement gardé dans sa poche. « Tu veux? C'est bon. » Et ce fut là, dans ce simple geste d'une enfant de moins de 2 ans offrant un biscuit bon marché, que les dernières défenses d'Hélène Dubois s'effondrèrent complètement. Elle s'agenouilla sur l'herbe du parc, accepta le biscuit comme si c'était le plus grand trésor du monde et ouvrit les bras. Belle, sans peur, sans ressentiment, sans le poids de toute l'histoire qu'elle ne connaissait pas, se jeta dans cette étreinte. Julie observait à distance les larmes coulant silencieusement sur son visage. Hélène la regarda par-dessus la tête de sa petite fille et articula silencieusement « Pardonnez-moi ». Julie ne répondit pas, pas encore, mais elle s'approcha et s'assit sur le banc, permettant à cette rencontre de se poursuivre. Et pendant 3 heures, cet après-midi-là, 2 femmes qui avaient toutes les raisons de se haïr commencèrent à construire un pont fragile, soutenu par l'amour qu'elles ressentaient toutes deux pour le même homme et le même enfant. Hélène raconta des histoires de Rodrigue Petit, de ses bêtises, de ses rêves. Julie raconta l'homme généreux et doux qu'elle avait connu, qui apportait des repas aux sans-abri, qui pleurait en regardant des films tristes, qui rêvait de faire une différence dans le monde. Et Belle, étrangère à toute la complexité de cette situation, jouait entre les deux, construisant des ponts qu'aucune rancœur ne pourrait plus jamais détruire. Quand le soleil commença à se coucher, teintant le ciel de lions de nuances orangées et roses, Hélène ne voulait pas partir. Mais Julie dit qu'elle devait rentrer, qu'elle travaillait tôt le lendemain. Hélène demanda à les revoir. Julie accepta, mais établit des règles. Toujours dans des lieux publics, toujours avec un préavis, ne pas se présenter à son travail ou à la crèche de Belle sans permission. Hélène accepta tout. Les jours suivants, elle réorganisa des rendez-vous importants pour être présente aux rencontres avec sa petite fille. Elle apportait des jouets, mais demandait toujours la permission à Julie avant de les donner. Elle offrait une aide financière, mais se rétractait lorsque Julie refusait poliment. Elle apprenait à respecter les limites, à ne pas imposer sa volonté, à construire des relations basées sur la confiance et non sur le contrôle. 3 semaines après cette première rencontre au cimetière, Hélène sentit qu'elle avait enfin trouvé un nouveau but. Rodrigue était parti, et cette douleur ne disparaîtrait jamais complètement. Mais Belle était là, vivante, vibrante, pleine d'énergie et d'amour. Et pour elle, Hélène était prête à être une personne différente, une grand-mère présente, pas contrôlante, une source de soutien, pas de pression, une partie de la vie de Belle qui additionnerait, et non qui diviserait. Mais la paix qui commençait à s'installer était sur le point d'être mise à l'épreuve de manière qu'aucune des 2 femmes n'aurait pu imaginer. Car dans les familles puissantes comme celle des Dubois, les secrets ne restèrent pas cachés bien longtemps. Et tout le monde n'était pas disposé à accepter cette nouvelle réalité avec la même ouverture de cœur qu'Hélène essayait de cultiver. La tempête ne faisait que commencer. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de laisser un j'aime et de nous dire de quelle ville vous nous regardez, nous continuons. Je vous promets que ce sera la meilleure histoire que vous entendrez de votre vie. La nouvelle se répandit dans la famille Dubois à la vitesse d'un feu de forêt. Hélène avait gardé secrète ses rencontres avec Julie et Belle pendant près d'1 mois. Mais dans un clan où chauffeurs, secrétaires et agents de sécurité rapportaient chaque mouvement de leurs employeurs, il était impossible de cacher quoi que ce soit bien longtemps. Ce fut Denise, la gouvernante qui travaillait depuis 20 ans dans la demeure des Dubois, qui mentionna nonchalamment lors d'un déjeuner de famille que sa patronne avait annulé 3 réunions importantes pour aller jouer au parc avec une enfant. Béatrice Dubois,
cousine d'Hélène et vice-présidente de l'entreprise de construction, faillit s'étouffer avec son vin. Une enfant? Quel enfant? Depuis quand Hélène s'intéressait-elle aux enfants qui n'étaient pas de la famille? Les mots restèrent suspendus dans l'air, de la salle à manger comme une sentence. Les autres membres présents, 2 neveux et un beau-frère, s'échangèrent des regards qui précédèrent les tempêtes. Hélène n'était pas présente à ce déjeuner du dimanche. Elle avait prévu une promenade avec Belle au parc de la Tête d'Or. Béatrice, une femme grande et anguleuse de 58 ans, avait toujours été la voix de la raison et de la rigidité dans la famille. Tandis qu'Hélène construisait l'empire avec sa vision des affaires, Béatrice veillait à ce que les traditions soient maintenues, que le nom Dubois reste immaculé, qu'aucun scandale ne vienne ternir la réputation de la famille. Elle avait été contre le bénévolat de Rodrigue, contre ses idées de responsabilité sociale, contre tout ce qui pouvait détourner l'héritier du chemin tracé pour lui depuis sa naissance. Elle prit son téléphone et appela directement Hélène. L'appel tomba sur la messagerie vocale. Elle rappela. Même chose. À la 3e tentative, elle envoya un message qui était pratiquement une convocation. Réunion de famille extraordinaire. Ce soir, ta présence n'est pas optionnelle. Hélène vit le message alors qu'elle aidait Belle à monter sur le toboggan pour la 10e fois consécutive. La petite fille riait si fort que son rire résonnait dans tout le parc, contagieux et pur. Julie observait depuis un banc voisin, les lèvres esquissant un sourire petit mais sincère. Ces derniers jours, elle avait commencé à se détendre un peu plus en présence d'Hélène, à baisser millimétriquement ses défenses. Il y avait encore de la prudence, mais aussi le début de quelque chose qui pourrait devenir un respect mutuel. Hélène regarda le message de Béatrice et sentit son estomac se nouer. Elle savait que ce moment arriverait. Elle l'avait reporté, évité, repoussé dans l'espoir que, lorsqu'elle devrait enfin affronter sa famille, elle aurait déjà établi un lien si fort avec Belle que rien ne pourrait le briser. Mais un mois n'était pas suffisant. Un mois n'était qu'un début. Elle rangea son téléphone et reporta son attention sur sa petite fille. Belle avait réussi à atteindre le sommet du toboggan toute seule et saluait triomphalement. « Mamie, regarde, je suis grande. » Hélène lui fit un signe en retour, le cœur serré. « Tu es la petite fille la plus courageuse que je connaisse, mon amour. » Ce soir-là, Hélène entra dans le salon de la demeure des Dubois comme on entre dans une arène. Toute la famille était réunie. Béatrice occupait le fauteuil principal, la posture droite, le regard acéré. À côté d'elle, maître Ernest Pivert, l'avocat de la famille depuis 3 décennies. Sur les canapés, les autres membres, tous avec des expressions variant entre la curiosité et la désapprobation. Béatrice alla droit au but. « Nous avons appris que tu rencontrais une jeune femme et une enfant, de manière répétée, en secret. Est-ce vrai ?» Hélène se servit un verre d'eau avant de répondre, gagnant du temps. « C'est vrai, c'est ma petite fille, la fille de Rodrigue. » Le silence, qui suivit, fut absolu. Quelqu'un laissa échapper un soupir audible. Le beau-frère d'Hélène, Paul, fut le premier à réagir. « C'est impossible. Rodrigue n'a jamais eu d'enfant. Il nous l'aurait dit. »« Il a essayé, » dit Hélène, la voix ferme. « Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai éloigné la mère de l'enfant plusieurs fois. Je pensais que je protégeais notre fils, mais je ne faisais que détruire son bonheur. » Béatrice se leva, les yeux brillants d'un mélange de colère et d'incrédulité. « Tu es en train de me dire que tu crois une parfaite inconnue qui débarque avec un enfant en prétendant que c'est la petite fille de Rodrigue? Hélène, pour l'amour du ciel, combien de femmes ont déjà tenté d'escroquer cette famille? Combien de fois avons-nous vu cela arriver à d'autres familles riches? »« J'ai vu l'enfant, » rétorqua Hélène. « Elle a les yeux de Rodrigue, son sourire, sa faussette, même sa façon de pencher la tête. » Béatrice eut un rire sec, sans joie. Coïncidence? Ou la femme a bien étudié son coup avant de se présenter? « Hélène, tu es vulnérable, tu es encore en deuil. Il est évident qu'ils veulent en profiter. » Maître Pivert se racla la gorge, attirant l'attention. « Avec tout le respect que je vous dois, Madame Dubois, Madame Béatrice a raison d'être prudente. Dans des cas comme celui-ci, la procédure standard est de demander un test de paternité. Si l'enfant est réellement la fille de Rodrigue, l'ADN le prouvera. » Hélène sentit la bile lui monter à la gorge. « Je ne vais pas faire exhumer mon fils. Je ne vais pas profaner son repos à cause de votre méfiance. »
Béatrice croisa les bras. Alors tu peux faire le test en tant que grand-mère. C'est tout aussi concluant. On prélève ton matériel génétique et celui de l'enfant. Simple, indolore et définitif. Non, dit fermement Hélène. Je ne vais pas soumettre ma petite fille à ça. Je n'ai pas besoin de preuves scientifiques. Je sais qui elle est. La pièce explosa en un brouhaha de voix simultanées. Paul disait qu'Hélène était irresponsable. Un des neveux soutenait que la réputation de la famille était en jeu. Un autre commentait les implications financières, l'héritage que Rodrigue avait laissé, les droits qu'une fille biologique aurait. Béatrice leva la main, faisant taire tout le monde. « Hélène, tu vas faire ce test, ou nous irons en justice et nous le ferons de toute façon. Nous avons assez d'avocats pour obtenir une ordonnance du tribunal, et si tu t'y opposes, nous entamerons une procédure de mise sous tutelle. Nous plaiderons que tu n'es pas en état mental de gérer l'entreprise, que tu es manipulé, que tu as besoin de protection juridique. » Hélène eut l'impression d'avoir reçu une gifle. « Vous me menacez ? Nous te protégeons, » corrigea Béatrice. « De toi-même, si nécessaire. » Hélène sortit de cette réunion, les mains tremblantes de colère et de frustration. Elle avait bâti cette entreprise de ses propres mains, avait créé des emplois pour des centaines de familles, avait transformé une petite affaire en l'un des plus grands groupes de construction de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et maintenant, on la traitait comme si elle était sénile, manipulable, incapable de prendre des décisions. Mais pire que la colère, il y avait la peur. La peur que Julie découvre la pression de la famille et décide que ça n'en valait pas la peine. La peur de perdre Belle avant même de la voir vraiment dans sa vie. Le lendemain matin, Hélène se rendit à la laverie où travaillait Julie. C'était un petit établissement dans un quartier ouvrier, avec des machines anciennes, mais bien entretenues. Julie était en train de plier des draps quand elle vit Hélène entrer. L'expression sur le visage de la femme plus âgée disait tout. « Ils veulent le test ADN », dit Julie. Ce n'était pas une question. Hélène hocha la tête. « Ma cousine est l'avocat de la famille. Ils pensent que tu montes une arnaque. » Julie laissa tomber le drap qu'elle pliait et s'appuya sur la table à repasser. « Bien sûr, c'est toujours ça, n'est-ce pas? La pauvre qui veut profiter des riches. Jamais ça ne peut être de l'amour véritable. Jamais ça ne peut être réel. Julie, je ne veux pas faire ça. Je te fais confiance. Je sais que Belle est ma petite fille. Mais votre famille ne le sait pas, compléta Julie. Et ils ont assez de pouvoir pour faire de ma vie un enfer. Ils peuvent me prendre Belle. Ils peuvent dire que je n'ai pas les moyens de l'élever. Ils peuvent inventer n'importe quoi. » Hélène s'approcha. « Ils ne feront pas ça. Je ne les laisserai pas faire. » Julie eut un rire amer. « Vous n'avez même pas réussi à les empêcher de vous mettre la pression. Comment allez-vous me protéger ?» Le silence entre elles était lourd, chargé de peur et d'incertitude. Hélène voulait promettre que tout irait bien, mais elle ne pouvait pas le garantir. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait aucun contrôle sur le résultat. « Je vais faire le test, » dit finalement Julie. « Pas parce que je veux prouver quoi que ce soit à votre famille, mais parce que si je ne le fais pas, ils rendront les choses encore pires. Ils inventeront que j'ai quelque chose à cacher. Ils utiliseront ça contre moi. » Hélène ressentit un soulagement coupable. « Merci, je te promets que ce sera bientôt terminé. Et quand le résultat arrivera, ils devront l'accepter. » Julie regarda Hélène avec une expression qui mêlait fatigue et résignation. « Madame Dubois, vous croyez vraiment qu'un papier avec un résultat ADN va changer la façon dont il me voit, que ça va changer le fait que je suis pauvre, que je viens d'un quartier populaire, que je n'ai pas un nom de famille important? Le test prouvera seulement que Belle a droit à l'héritage, et là, les choses deviendront encore plus compliquées. » Hélène ne sut que répondre car Julie avait raison. Le test résoudrait la question de la paternité, mais pas le préjugé, la différence de classe, le gouffre social qui séparait les deux femmes, et encore moins la bataille qui s'ensuivrait pour la garde, l'argent, l'avenir de Belle. Le test fut programmé pour la semaine suivante. Maître Pivert engagea un laboratoire privé, discret, qui s'occupait des familles fortunées dans des situations délicates. Hélène alla faire le prélèvement seule le matin. Julie amena Belle l'après-midi, accompagnée d'un assistant social sur lequel l'avocat avait insisté, pour garantir que tout soit fait selon les protocoles légaux. Belle ne comprit pas bien ce qui se passait.
Elle pleura lorsque l'aiguille piqua son petit bras pour prélever le sang, mais se calma rapidement quand l'infirmière lui donna une sucette. Julie la serra fort dans ses bras pendant toute la procédure, lui chuchotant que tout allait bien, qu'elle partirait bientôt, qu'elles iraient manger une glace après. Les résultats prendraient 10 jours. 10 jours qui semblèrent s'étirer, comme des années. Hélène continua de voir Belle, mais les rencontres devinrent tendues. Julie était plus refermée, plus sur la défensive. Elle savait que quelque chose avait changé, que la dynamique était différente. Il ne s'agissait plus seulement de connaître sa grand-mère. Maintenant, il y avait des avocats, des tests, des protocoles. C'était devenu officiel. Et officiel, dans l'expérience de Julie, n'était jamais bon pour les gens comme elle. Le 8e jour d'attente, la routine tranquille qu'Hélène essayait d'établir fut brutalement interrompue. C'était un jeudi ensoleillé. Julie était au travail. Belle était à la crèche associative où elle passait ses après-midi. La directrice de la crèche, Madame Marlène, une dame de 60 ans qui s'occupait d'enfants défavorisés depuis 3 décennies, appela Julie à 2 heures de l'après-midi, la voix altérée. « Julie, il faut que vous veniez chercher Belle de toute urgence. Elle a une forte fièvre et elle vomit. Elle n'arrive même pas à boire de l'eau. » Julie laissa tout en plan à la laverie et partit en courant. Mais quand elle arriva à la crèche 15 minutes plus tard, une ambulance était déjà devant la porte. Madame Marlène expliqua en larmes que la fièvre était montée très vite, que la petite avait eu une convulsion fébrile, qu'ils avaient appelé les secours. À l'hôpital, Julie tenta de suivre sa fille, mais fut arrêtée par les protocoles. Il fallait une autorisation, des papiers, des informations sur la mutuelle. Julie n'avait pas de mutuelle. Elle dépendait de la sécurité sociale. Les infirmières étaient efficaces mais débordées. Il y avait d'autres urgences. Belle fut emmenée au triage pendant que Julie remplissait des formulaires, les mains tremblantes. C'est alors qu'un médecin apparut demandant s'il y avait un membre de la famille qui pouvait prendre la responsabilité, quelqu'un en mesure d'autoriser des procédures, si nécessaire. Julie, désespérée, donna le seul nom qu'elle avait, Hélène Dubois, ma belle-mère, la grand-mère de l'enfant. 21 minutes plus tard, Hélène franchit les portes de l'hôpital comme une tornade. Elle était sortie d'une réunion du conseil d'administration de l'entreprise quand elle avait reçu l'appel. Elle n'avait même pas changé de vêtements. Elle portait encore son tailleur bleu marine et ses escarpins qui claquaient sur le sol de l'hôpital. « Où est-elle » demanda Hélène à Julie qui attendait dans la salle d'attente, les yeux rouges d'avoir tant pleuré. « Elle passe des examens. Il pensait que ça pouvait être une méningite ou une infection grave. Elle allait bien ce matin, Madame Dubois. Elle jouait normalement, mangeait normalement. Et tout d'un coup... » Julie ne put finir sa phrase. Elle fondit en larmes. Hélène, oubliant un instant toutes les différences entre elles, attira la jeune femme dans ses bras. « Tout va bien se passer. Belle et forte. C'est une Dubois. » Les deux femmes restèrent là, dans la salle d'attente, côte à côte. Hélène prit la situation en main avec l'efficacité de quelqu'un habitué à résoudre les crises. Elle parla au médecin, autorisa les examens, s'assura que Belle serait prise en charge par la meilleure équipe de l'hôpital. Elle passa des appels, mobilisa ses contacts, transforma la prise en charge qui aurait été longue par le système public en une priorité absolue. Quand on leur permit enfin d'entrer dans la chambre, Belle était dans un lit d'hôpital qui paraissait immense pour son petit corps. Elle avait une perfusion au bras, des électrodes sur la poitrine, le visage pâle. Mais elle était réveillée, et quand elle vit sa mère, elle tendit les bras. « Maman, j'ai bobo. » Julie se précipita vers le lit et serra sa fille dans ses bras, faisant attention à ne pas tirer les fils. « Je sais, mon amour, mais les docteurs vont s'occuper de toi. Ça va vite passer. » Belle regarda par-dessus l'épaule de sa mère et vit Hélène, debout près de la porte. Mamie est venue aussi. Hélène s'approcha, les yeux brillants de larmes contenues. « Oui, ma chérie, je n'allais pas te laisser toute seule. » Le médecin qui entra peu après expliqua que Belle avait une infection urinaire sévère qui avait évolué rapidement. Elle devrait rester hospitalisée au moins 3 jours sous antibiotiques par voie intraveineuse. C'était sérieux mais traitable. Avec le traitement adéquat, elle se rétablirait complètement. Julie voulut rester à l'hôpital. Elle dit qu'elle dormirait sur la chaise à côté du lit. Hélène organisa tout pour qu'une accompagnante puisse rester officiellement. Elle paya pour la chambre particulière, pour l'équipe d'infirmières dédiée,
pour tout ce qui pouvait garantir le confort et la guérison de Belle. Et ce fut là, dans cette chambre d'hôpital, avec Belle endormie entre elles après que la fièvre eut enfin baissé, que Julie et Hélène eurent la conversation la plus honnête qu'elles aient jamais eue. « Merci, » dit doucement Julie pour ne pas réveiller la petite. « Pour tout ce que vous avez fait aujourd'hui, je n'aurais pas pu payer pour ces soins. Avec la Sécu, elle aurait été bien soignée, mais ça aurait pris plus de temps. Elle aurait plus souffert. » Hélène secoua la tête. « Tu n'as pas à me remercier. C'est ma petite fille. C'est mon devoir de prendre soin d'elle. » Julie resta silencieuse un moment. Puis elle parla, la voix chargée d'émotion. « J'ai eu si peur, Madame Dubois, si peur de la perdre. C'est tout ce que j'ai au monde. Si quelque chose arrive à Belle, je ne sais pas si je pourrai continuer. » Hélène tendit la main et prit celle de Julie. « Rien ne lui arrivera. Nous prendrons soin d'elle ensemble. Et je sais que tu as peur de moi, de ma famille, de tout ce que nous représentons. Mais je te jure, je ne veux pas te prendre Belle. Je veux juste faire partie de sa vie. Et de ta vie aussi, si tu me le permets. » Julie serra la main d'Hélène en retour. « Parfois, je vous regarde et je vois la femme qui m'a chassé de l'entreprise de Rodrigue. La femme qui m'a traité comme si je n'étais rien. Et je suis en colère. Mais ensuite, je vois la façon dont vous regardez Belle. Et je vois que vous avez changé. Ou que vous essayez de changer. »« J'essaie, » confirma Hélène. « Tous les jours, parce que vous le méritez, et parce que Rodrigue mériterait que je le fasse. » Pendant les 3 jours suivants, Hélène et Julie se relayèrent dans la chambre d'hôpital. Julie devait aller travailler quelques heures par jour pour ne pas perdre son emploi. Hélène restait avec Belle pendant ces périodes, lui lisant des histoires, chantant des chansons qu'elle avait chantées à Rodrigue quand il était petit, tenant simplement la petite main de sa petite fille pendant qu'elle dormait. Et ce fut au cours d'un de ces après-midi, alors qu'elle organisait le sac qu'elle avait apporté avec des vêtements propres pour Belle, que l'infirmière tendit une enveloppe à Hélène. Elle était arrivée par coursier. C'était du laboratoire. Hélène regarda l'enveloppe scellée un long moment. Le résultat du test ADN, la preuve scientifique que la famille avait exigée. Elle pouvait l'ouvrir là, tout de suite, seule. Ou elle pouvait attendre. Le retour de Julie. Elle attendit. Quand Julie arriva à l'hôpital en fin d'après-midi, elle trouva Hélène assise dans le fauteuil à côté du lit de Belle, l'enveloppe toujours scellée dans ses mains. « C'est arrivé, » dit Julie. Ce n'était pas non plus une question. Hélène lui tendit l'enveloppe. « Tu veux l'ouvrir ou je l'ouvre ?» Julie regarda l'enveloppe comme si c'était une bombe sur le point d'exploser. Puis elle regarda Belle, dormant paisiblement, déjà bien mieux que les jours précédents. Finalement, elle regarda Hélène. « On sait déjà ce qu'il y a écrit dedans, Madame Dubois. Est-ce que ça va changer quelque chose ?» Hélène réfléchit à la question. Elle pensa à la famille qui attendait ce résultat pour continuer à questionner, à se méfier, à faire pression. Elle pensa à Béatrice et à Maître Pivert et à tous les autres qui ne pourraient jamais simplement accepter que l'amour n'avait pas besoin de preuves scientifiques. « Ça ne devrait pas changer, » répondit Hélène. « Mais ça le fera, parce que maintenant, ils n'auront plus le choix que d'accepter. » Julie hocha la tête. « Alors ouvrez. » Hélène ouvrit l'enveloppe avec soin. Elle retira les feuilles imprimées. Elle lut le résultat. Et même en sachant déjà ce qui était écrit, même en ayant une certitude absolue dans son cœur, elle sentit les larmes couler en voyant les chiffres, les pourcentages, la conclusion scientifique. Probabilité de lien de grand-mère biologique, 99,9%. Hélène montra le papier à Julie. Les 2 femmes s'étreignirent, pleurant, riant, sentant le poids de semaines de tension se dissoudre enfin. Belle se réveilla avec le bruit et demanda, encore un peu étourdie par le sommeil, « Pourquoi vous pleurez ?» Julie embrassa le front de sa fille. « Parce qu'on est heureuse, mon amour, très heureuse. » Ce soir-là, quand Belle sortit de l'hôpital et rentra chez elle avec Julie, Hélène les accompagna. Pour la première fois, elle entra dans la petite pièce à l'arrière de la laverie. Elle vit le lit simple où mère et fille dormaient ensemble. Elle vit les jouets rangés dans des boîtes en carton. Elle vit les vêtements séchant sur un étendoir improvisé. Elle vit la dignité que Julie avait construite avec si peu. Et elle prit une décision. Le lendemain, Hélène convoqua une nouvelle réunion de famille. Elle arriva avec le résultat de l'ADN et une déclaration qui n'admettait aucune contestation. Isabelle était sa petite fille,
Julie était la mère de sa petite fille, et quiconque n'acceptait pas cela était hors de sa vie. Béatrice tenta d'argumenter sur la prudence, sur des vérifications supplémentaires, sur la protection du patrimoine. Hélène l'interrompit au milieu de sa phrase. « Assez, dit-elle, la voix tranchante comme du verre. Assez de méfiance, assez d'enquête, assez de traiter cette famille comme si c'était une entreprise qui a besoin d'un audit. Belle est ma petite fille, et je ferai partie de sa vie, avec ou sans votre approbation. » Le silence qui suivit fut lourd. Certains membres de la famille regardèrent le sol, d'autres échangeaient des regards mal à l'aise. Béatrice, pour la première fois depuis des décennies, n'avait pas de réponse. C'est alors que quelque chose d'inattendu se produisit. La porte du salon s'ouvrit et Denise, la gouvernante, entra en tenant une vieille boîte en bois. « Madame Dubois, pardonnez-moi de vous interrompre, mais j'ai trouvé ça aujourd'hui en nettoyant le bureau de Monsieur Rodrigue. Vous devez voir ça. » Hélène prit la boîte. Elle la reconnut immédiatement. C'était le coffre personnel que Rodrigue gardait dans son bureau. Elle n'avait jamais réussi à l'ouvrir après son départ. Elle n'avait pas la combinaison. Denise expliqua qu'elle avait trouvé le papier avec les chiffres cachés dans un livre. À l'intérieur de la boîte, Hélène trouva des lettres, 5 lettres. Toutes lui étaient adressées, toutes écrites de la main qu'elle connaissait si bien. Les mains tremblantes, elle commença à lire. Et le monde s'arrêta une fois de plus. La première lettre était datée d'il y a 4 ans. Hélène reconnut l'écriture ferme de son fils, les lettres penchées vers la droite qu'il avait développées à l'école. Elle commença à lire à voix haute pour que tout le monde dans la pièce puisse entendre. « Maman, j'ai rencontré quelqu'un, elle s'appelle Julie, et elle a complètement changé ma façon de voir le monde. Je sais que tu vas dire qu'elle n'est pas appropriée, qu'elle ne vient pas de notre milieu social, qu'elle n'a pas l'éducation que tu juges nécessaire, mais maman, elle a quelque chose de bien plus important. Elle a une bonté véritable. Elle a de la force. Elle a survécu à des choses que nous ne comprendrons jamais. Et pourtant, elle continue de sourire, de croire aux gens. Je l'aime. Et j'ai besoin que tu me fasses confiance cette fois. J'ai besoin que tu me laisses vivre ma propre vie. » Hélène sentit sa voix se briser. Elle fit une pause, respira profondément et continua. La deuxième lettre datait d'il y a 3 ans. Rodrigue y décrivait les tentatives infructueuses de présenter Julie à la famille. Il décrivait la douleur de voir la femme qu'il aimait être rejetée, humiliée, écartée. Il la suppliait de lui donner une chance. Il promettait que si elle connaissait vraiment Julie, elle verrait ce qu'il voyait. « Je sais que tu m'aimes, maman. Je sais que tout ce que tu fais, c'est parce que tu veux me protéger. Mais me protéger de quoi? Du bonheur? De construire une famille basée sur un amour véritable et non sur une convenance sociale? Tu as toujours dit que tu m'avais élevé pour être fort, pour prendre mes propres décisions. Alors laisse-moi prendre cette décision. Laisse-moi aimer celle que j'ai choisi d'aimer. » La troisième lettre avait un ton plus désespéré. Elle datait d'il y a 2 ans et demi. Rodrigue racontait que Julie avait cessé de répondre à ses appels après la dernière, humiliation à l'entrée de la demeure. Il essayait de la retrouver, mais elle avait déménagé, changé de numéro. Il admettait qu'il avait peut-être perdu la femme qu'il aimait à cause de l'intransigeance de la famille. Béatrice bougea, mal à l'aise, dans son fauteuil. Les autres membres de la famille regardèrent le sol, incapables d'affronter Hélène pendant qu'elle lisait. La 4e lettre datait de seulement 4 mois avant l'accident. Rodrigue écrivait avec une joie palpable qui transperçait chaque mot. Il avait engagé un détective, il avait retrouvé Julie, et elle lui avait donné la nouvelle la plus incroyable de sa vie. Il allait être père. « Maman, tu vas être grand-mère. Je sais que cela ne s'est pas passé comme tu l'avais prévu. Je sais que tu voulais que je me marie d'abord, que j'aie une grande cérémonie à l'église, que je fasse tout dans les règles. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. La vie est désordonnée et imparfaite et magnifique précisément pour cette raison. Julie est enceinte de 3 mois. C'est une fille. On n'a pas encore choisi le nom, mais j'aime déjà cet enfant plus que je n'aurais jamais cru possible. Et je vais faire les choses. Bien cette fois. Je vais l'assumer. Je vais épouser Julie. Je vais élever notre fille avec tout l'amour que tu m'as donné. Et j'espère, du fond de mon cœur, que tu choisiras de faire partie de cette histoire. Parce que ce serait très triste si ma fille grandissait sans connaître sa grand-mère. » Hélène dut s'arrêter. Elle ne pouvait plus parler. Les larmes coulaient librement maintenant, tachant son maquillage parfait, mouillant le vieux papier.
Julie, qui était arrivée au milieu de la lecture, parce qu'Hélène lui avait demandé de venir, était adossée au mur, pleurant elle aussi en silence. La 5e et dernière lettre était datée d'1 semaine avant l'accident. C'était la plus courte mais aussi la plus puissante. « Maman, demain je vais chercher Julie. On va parler de l'avenir, de comment élever notre fille, de tous les projets que nous avons. Je sais que tu t'inquiètes de ce que les gens vont dire, de la réputation de la famille, de tous ces détails qui ont toujours été si importants pour toi. Mais j'ai besoin que tu comprennes une chose. À la fin, quand nous serons vieux et que nous regarderons en arrière, rien de tout cela n'importera. Ce qui importera, c'est si nous avons aimé les bonnes personnes, si nous avons fait les bons choix, si nous avons vraiment vécu ou si nous avons seulement fait semblant de vivre selon les attentes des autres. J'ai choisi de vivre vraiment. Et s'il m'arrive quelque chose, si je ne suis pas là pour prendre soin de Julie et de notre fille, j'ai besoin que tu me promettes que tu prendras soin d'elle. J'ai besoin de savoir qu'elles ne seront pas seules. Promets-le-moi, maman. Promets-moi que tu aimeras ma famille comme je l'aime. » Hélène plia la lettre avec soin, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elle regarda chaque personne dans la pièce. Elle vit Béatrice les yeux embués. Elle vit Paul s'essuyer discrètement le visage du revers de la main. Elle vit les plus jeunes neveux complètement silencieux. « Il savait, » dit Hélène, la voix rauque, « il savait que j'avais tort. Il a essayé de me le faire voir, et je n'ai pas voulu écouter. J'ai éloigné la femme qu'il aimait. J'ai privé ma petite fille d'avoir son père, et j'ai failli la priver d'avoir sa grand-mère aussi. » Elle se tourna vers l'avocat. « Maître Pivert, il n'y aura pas de test supplémentaire. Il n'y aura pas d'enquête. Julie est la mère de ma petite fille. Isabelle est la fille de Rodrigue, et l'affaire est close. »« Madame Dubois, » commença l'avocat, mais elle le coupa d'un geste de la main. « L'affaire est close, » répéta-t-elle avec une fermeté qui n'admettait aucune discussion. Béatrice se manifesta enfin. Sa voix était différente, plus douce, presque brisée. « Hélène, je suis désolé. Je pensais vraiment que nous te protégions, que nous protégions l'héritage de Rodrigue. »« L'héritage de Rodrigue, » dit Hélène en regardant. Sa cousine, c'est cet enfant. C'est son amour qui vit à travers elle. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas l'entreprise, ce n'est pas le nom de la famille. C'est Isabelle. C'est à ce moment que la porte s'ouvrit de nouveau. Denise entra, un peu affolée, essayant de retenir quelqu'un. « Excusez-moi, Madame Dubois, elle a essayé de dormir, mais elle n'arrêtait pas de demander sa mamie. » Belle apparut derrière la gouvernante, portant encore son pyjama en flanelle à motif d'étoiles, les cheveux en désordre de celle qui vient de se réveiller. Julie avait amené la petite fille parce qu'elle se remettait encore de son infection et ne voulait pas la laisser seule. L'idée était que Belle reste dans la chambre d'amis à se reposer pendant qu'elle réglait la situation avec la famille. Mais la petite s'était réveillée et, avec la détermination typique des jeunes enfants, était partie à la recherche de sa grand-mère. Belle traversa le salon en courant et sauta sur les genoux d'Hélène. « Mamie, j'ai rêvé de papa. » Toute la pièce devint silencieuse. Hélène serra sa petite fille dans ses bras, embrassant le sommet de sa tête. « Tu as rêvé, mon amour. Et qu'est-ce que papa a dit dans le rêve ?» Belle s'éloigna un peu pour regarder Hélène. « Il a dit qu'il est heureux, qu'il veille sur tout le monde de là-haut, qu'on doit s'aimer très fort, parce que l'amour, c'est ce qui compte. » Julie s'approcha rapidement. « Belle, ma chérie, on avait dit que tu allais te reposer. Viens, on retourne dans la chambre. » Mais Belle ne voulait pas quitter les genoux de sa grand-mère. Elle regarda autour d'elle et vit tous ces inconnus qui la regardaient. Au lieu d'avoir peur, elle fit un petit sourire curieux. « Vous êtes de la famille de mon papa ?» Béatrice déglutit. Puis elle se leva et s'approcha lentement. « Oui, ma chérie. » Belle étudia le visage de Béatrice avec attention. « Tu ressembles à mamie. Tu es aussi une mamie ?» Béatrice laissa échapper un rire surpris. « Non, ma chérie. Je suis la cousine de ta grand-mère. Tu peux m'appeler Tati Béatrice. »« Tati Béa » simplifia immédiatement Belle, comme le font les enfants. « Tu veux voir quelque chose ?» Sans attendre de réponse, Belle sortit de la poche de son pyjama un papier plié. C'était un dessin qu'elle avait fait à la crèche. Il montrait 3 bonshommes allumettes, avec un immense arbre à côté et un soleil jaune dans le coin. « Ça, c'est moi », Belle pointa le plus petit bonhomme. « Ça, c'est maman. »
Et ça, c'est mamie, on est au parc. Béatrice prit le dessin avec précaution, comme s'il était extrêmement fragile. C'est très joli. Tu dessines très bien. Belle sourit, satisfaite du compliment. Puis elle regarda Hélène et dit avec cette sincérité brutale que seuls les jeunes enfants ont « Mamie, pourquoi tu pleures? Tu es triste ?» Hélène secoua la tête. « Non, mon amour, je suis heureuse. Parfois on pleure quand on est très heureux. » Belle sembla considérer cette information un moment. Puis, elle hocha la tête, comme si cela avait tout son sens. Comme maman quand je lui ai dit « je t'aime » pour la première fois. Elle a pleuré aussi. Julie, qui était restée debout à côté d'Hélène, sourit malgré les larmes. C'est vrai, j'ai beaucoup pleuré ce jour-là. Belle bâilla bruyamment, la fatigue revenant. Hélène regarda Julie. Elle peut dormir dans ma chambre. Il y a un lit immense là-haut. Tu peux rester aussi, si tu veux. Julie hésita. Elle ne savait pas si elle était prête à passer la nuit dans cette immense demeure, pleine de gens qui, quelques minutes auparavant, la considéraient comme une opportuniste. Mais Hélène lui prit la main. « S'il te plaît, reste. » Ce fut Belle qui décida. Elle se blottissait déjà contre Hélène, ses petits yeux se fermant. « Reste, maman. C'est bien ici. » Et c'est ainsi que, dans un retournement de situation que personne n'aurait pu prévoir, Julie passa sa première nuit dans la demeure des Dubois. Hélène la conduisit à la chambre principale, celle qui avait été la sienne et celle de son défunt mari. Le lit était plus grand que toute la pièce où vivait Julie. Belle se jeta au milieu du matelas moelleux et s'étala comme une étoile de mer. « Ce lit est plus grand qu'une piscine, » dit la petite, émerveillée. Hélène rit, un son authentique qu'elle n'avait pas produit depuis des années. Il est très grand, en effet. Rodrigue adorait ce lit quand il était petit. Il disait qu'une famille entière pouvait y tenir. Les trois femmes s'allongèrent ensemble. Belle au milieu, Julie d'un côté, Hélène de l'autre. La petite prit leurs mains et se mit à balancer leurs bras de haut en bas. Maintenant, on est une vraie famille. Personne ne la corrigea, parce qu'elle avait raison. En bas, dans le salon qu'elles avaient quitté, Béatrice tenait toujours le dessin de Belle. Elle regardait ces simples bonshommes allumettes, cette représentation si pure de l'amour et de l'appartenance. Paul s'approcha d'elle. « Tu as vu ses yeux? C'est le portrait craché de Rodrigue. » Béatrice hocha la tête. « J'ai vu. Et plus que ça, j'ai vu la façon dont elle regardait Hélène, avec un amour total, sans calcul, sans intérêt, sans agenda, juste de l'amour. » « On a été très dur avec Julie, » admit Paul. « Nous l'avons été, » acquiesça Béatrice. « Nous avons présumé le pire, parce qu'il est plus facile de présumer que les gens veulent nous nuire que de croire que l'amour peut franchir les barrières de classe. » Maître Pivert, qui était resté silencieux depuis la lecture des lettres, prit enfin la parole. « Je vais préparer les documents pour la reconnaissance officielle de paternité post-mortem. Isabelle a droit à la part d'héritage de Rodrigue, et je rédigerai également un accord de garde partagé, si Julie l'accepte. Quelque chose qui protège ses droits en tant que mère, mais qui formalise aussi le rôle d'Hélène en tant que grand-mère. » Béatrice regarda l'avocat. « Non, nous n'allons rien faire qui puisse donner l'impression que nous essayons de contrôler la situation. Nous allons faire ce que nous aurions dû faire depuis le début. Nous allons faire confiance à Julie, faire confiance à Hélène et croire qu'elles feront ce qui est le mieux pour l'enfant. » Les jours qui suivirent apportèrent des changements que personne n'aurait imaginés. Hélène ne retourna pas immédiatement à sa routine de travail infernale. Pour la première fois depuis des décennies, elle délégua des responsabilités, annula des rendez-vous, réorganisa ses priorités. Elle se mit à rendre visite à Julie et Belle tous les jours. Parfois, elle apportait des cadeaux, mais elle apprit à demander avant si elle pouvait les donner. Elle apprit que Julie était fière, qu'elle ne voulait pas être traitée comme une œuvre de charité, qu'elle voulait construire une vie digne de ses propres mains. Un samedi après-midi, 3 semaines après cette nuit transformatrice, Hélène fit une proposition. « Julie, as-tu déjà pensé à reprendre tes études? Finir le lycée? Peut-être faire des études supérieures ?» Julie était en train de plier du linge propre à la laverie. Elle s'arrêta et regarda Hélène. « J'y ai déjà pensé, mais je n'ai pas le temps. Je travaille 10 heures par jour. Quand je rentre à la maison, je dois m'occuper de Belle. Il ne me reste plus d'énergie pour étudier. »« Et si tu avais de l'aide ?» suggéra
Hélène avec précaution. Quelqu'un qui pourrait s'occuper de Belle quelques heures par semaine. Tu pourrais suivre des cours du soir, ou même des cours en journée, si tu trouvais un travail avec des horaires plus flexibles. Julie plissa les yeux. Vous me proposez de l'argent? Je te propose une opportunité, corrigea Hélène, mais avec des conditions. Tu restes aux commandes. Tu continues de décider ce qui est le mieux pour Belle et pour toi. Je veux juste aider à ouvrir des portes. Rodrigue aurait voulu ça. Julie réfléchit. C'était tentant. Mais c'était aussi effrayant. Accepter de l'aide signifiait abandonner une partie du contrôle, devenir dépendante. Et elle s'était jurée de ne jamais dépendre de personne. « Je peux y réfléchir, dit-elle finalement. « Réfléchis aussi longtemps que tu le souhaites, répondit Hélène. Mais sache que l'offre ne disparaîtra pas. Et elle ne vient pas avec des contreparties. Je n'essaie pas de t'acheter ou de te contrôler. Je veux juste que tu aies les mêmes opportunités que n'importe qui d'autre. » Cette nuit-là, après que Belle se fut endormie, Julie resta éveillée à réfléchir. Elle pensa à la vie, qu'elle avait construite avec tant d'efforts. Elle pensa à la fierté qu'elle ressentait d'avoir réussi à élever sa fille seule, malgré tant de difficultés. Mais elle pensa aussi à ce qui pourrait être différent. Belle, grandissant avec accès à une éducation de qualité. Elle-même pouvant avoir une profession, une carrière, pas seulement un travail manuel qui lui détruisait le dos et les mains. Le dimanche matin, elle appela Hélène. « Si j'accepte, ce sera à ma façon. Je choisis l'école où je vais étudier. Je choisis combien de temps Belle passe avec vous. Et si, à un moment quelconque, sans que vous essayiez de prendre le contrôle de ma vie, je m'en vais. On retourne à notre routine normale. » Hélène sourit à l'autre bout du fil. « Je suis d'accord avec toutes les conditions. » Et c'est ainsi que Julie s'inscrivit à des cours du soir pour finir le lycée. Hélène proposa de garder Belle 3 soirs par semaine pendant que Julie était en cours, mais pas à la demeure. Julie n'était toujours pas à l'aise de laisser sa fille dans cet endroit immense et intimidant. Alors Hélène se rendait dans la petite pièce à l'arrière de la laverie, apportait des livres d'histoire, des jouets éducatifs, et passait les soirées à jouer avec sa petite fille. Ce fut lors d'une de ces soirées que Belle demanda quelque chose que personne n'attendait. « Mamie, pourquoi maman n'a pas une grande maison comme toi ?» Hélène était en train de faire un puzzle avec la petite. Elle s'arrêta et réfléchit bien avant de répondre. « Parce que maman a dû travailler très dur depuis qu'elle était toute petite. Elle n'a pas eu les mêmes opportunités que moi. » Belle y réfléchit, puis elle demanda avec cette logique simple d'enfant, « Mais maintenant tu peux l'aider, non? Comme tu m'aides à faire le puzzle quand je n'y arrive pas toute seule. » Hélène sentit son cœur se serrer. « C'est vrai, mon amour. Je peux l'aider, si maman le veut. » Quand Julie rentra des cours ce soir-là, elle trouva Hélène silencieuse, pensive. Il s'est passé quelque chose. Hélène raconta la conversation avec Belle. Julie soupira. Elle ne comprend pas encore que les choses ne sont pas si simples. « Mais elle a raison, dit Hélène. Les choses pourraient être simples. Si on les laissait faire. » Julie s'assit lourdement sur le matelas. « Madame Dubois, je ne veux pas vivre dans votre maison. Je ne veux pas dépendre de vous. Je ne veux pas que Belle grandisse en pensant que l'argent résout tout. »« Je ne te propose pas ça, » répondit Hélène. « Mais je te propose de t'aider à avoir une vie meilleure. Une maison à toi. Pas une chambre à l'arrière d'une laverie. Un endroit où Belle puisse avoir un jardin pour jouer, sa propre chambre. Tu peux continuer à travailler, à étudier, à construire ton indépendance, mais dans un environnement plus sain. » Julie secoua la tête. « Et après, quand Belle grandira habituée au confort, comment vais-je pouvoir assumer ça toute seule? »« Tu n'as pas à l'assumer toute seule, » dit doucement Hélène. « Belle a droit à l'héritage de son père. Elle a droit à une vie confortable. Et toi, en tant que sa mère, tu as le droit d'élever ta fille dans un endroit digne. Ce n'est pas une faveur, c'est un droit. » Il fallut encore 2 semaines de conversation, de résistance, de peur, avant que Julie n'accepte enfin. Hélène acheta un petit appartement dans un quartier de classe moyenne. 2 chambres, un salon, une cuisine, un balcon avec vue sur la ville. Ce n'était pas un manoir, ce n'était pas de l'ostentation, c'était un vrai foyer. Quand elles emménagèrent, Belle courut dans l'appartement vide en criant de joie. « Maman, regarde! J'ai une chambre, rien qu'à moi !» Julie pleura. Elle pleura de gratitude, de soulagement, de peur de l'inconnu. Hélène était là, aidant à décharger les quelques cartons qu'elles avaient.
Elle serra Julie dans ses bras et dit « Tu mérites ça. Tu l'as toujours mérité. » Mais la transformation la plus significative était encore à venir. Car 3 mois après le déménagement, lors d'un dîner de famille à la demeure des Dubois, où Julie et Belle étaient désormais des présences régulières, il se passa quelque chose que personne n'attendait. Belle jouait à cache-cache avec les cousins éloignés qui lui avaient été progressivement présentés. La petite se cacha derrière un rideau dans la salle à manger. Quand les cousins la trouvèrent, elle se mit à rire si fort qu'elle trébucha sur une chaise et tomba. Ce ne fut pas une chute grave, mais ce fut suffisant pour effrayer tout le monde. Julie accourut, Hélène accourut, Béatrice accourut. Belle pleurait plus de peur que de douleur. Julie la prit dans ses bras, vérifiant si elle était blessée. Hélène apporta de la glace. Béatrice écarta la chaise pour que personne d'autre ne trébuche. Et c'est à ce moment, avec 3 générations de femmes s'occupant du même enfant, que Paul dit ce que tout le monde pensait. Regardez ça. 3 mères qui s'occupent d'une fille. Julie et Hélène se regardèrent, puis elles regardèrent Béatrice qui avait endossé un rôle de tante protectrice presque sans rendre compte. Et toutes sourirent, parce que c'était vrai. Elles étaient devenues une famille, pas parfaite, pas traditionnelle, mais réelle, basée sur un amour qui avait traversé le ressentiment, l'orgueil et les différences de classe pour arriver là où il était. Cette nuit-là, quand tout le monde fut parti et que la maison redevint silencieuse, Hélène monta dans l'ancienne chambre de Rodrigue. Elle n'y était pas entrée depuis l'accident. Elle avait fait fermer la porte à clé, incapable d'affronter l'absence de son fils. Mais maintenant, elle se sentait prête. Elle ouvrit la porte lentement. La chambre était exactement comme il l'avait laissée. Des livres sur l'étagère, des diplômes au mur, des photos de voyage. Hélène s'assit sur le lit et permit enfin à la douleur du deuil, qu'elle avait réprimée si longtemps, de remonter à la surface. Elle pleura pour tout ce qu'elle avait perdu, pour tous les moments qu'elle ne vivrait jamais avec son fils, pour les petits-enfants qu'il ne connaîtrait jamais, à part Belle, pour toutes les conversations qu'il n'aurait pas, pour tous les câlins qui manqueraient. Mais elle pleura aussi de gratitude, parce que Rodrigue avait laissé quelque chose de précieux. Il avait laissé Belle. Il avait laissé Julie. Il avait laissé une dernière chance à Hélène de devenir la personne qu'il avait toujours voulu qu'elle soit. Elle trouva une photo sur la table de chevet. Rodrigue à 5 ans, souriant avec une dent de devant en moins, tenant une petite voiture rouge. Hélène serra la photo contre sa poitrine et murmura « Je tiendrai ma promesse, mon fils. Je prendrai soin d'elle. J'aimerai ta famille comme tu voulais que je l'aime. Je serai la grand-mère que Belle mérite, et j'aiderai Julie à avoir la vie que tu rêvais de lui donner. » Et cette nuit-là, pour la première fois depuis le départ de Rodrigue, Hélène parvint à dormir en paix. 6 mois s'étaient écoulés depuis ce premier matin au cimetière. 6 mois qui avaient complètement transformé la vie de toutes les personnes impliquées dans cette histoire. L'automne commençait à laisser place à l'hiver à Lyon, et les matinées arrivaient plus froides, avec cette brume caractéristique qui recouvrait la ville avant que le soleil n'apparaisse complètement. Hélène se réveilla tôt un jeudi, comme toujours, mais sa routine matinale était différente maintenant. Elle ne se préparait plus avec cette rigidité mécanique d'avant. Elle choisissait des vêtements plus confortables, un maquillage plus léger, les cheveux lâchés. Elle prenait son café en pensant à ce qu'elle ferait avec Belle l'après-midi, pas au contrat qu'elle devait signer. L'entreprise continuait de fonctionner parfaitement sous une nouvelle gestion partagée. Elle avait appris à déléguer, à faire confiance, à comprendre que sa vie n'avait pas besoin d'être définie uniquement par le travail. Le téléphone sonna pendant qu'elle prenait son 2e café. C'était Julie. « Bonjour, Madame Dubois. Belle s'est réveillée en demandant d'aller voir papa aujourd'hui. Je crois qu'elle a encore rêvé de lui. » Hélène sentit sa poitrine se serrer, mais c'était une douleur différente maintenant. Ce n'était plus cette agonie suffocante du deuil non traité. C'était un manque, simple, pur et acceptable. « Je passe vous chercher dans 1 heure. »« Ce n'est pas la peine, madame. On peut prendre le bus. » Hélène sourit. Julie résistait encore à certains types d'aide, maintenant son indépendance bec et ongles. Et Hélène avait appris à respecter cela, à offrir sans imposer, à accepter lorsque les limites étaient fixées. « Je sais que vous pouvez, mais je veux y aller avec vous, si vous me le permettez. » Il y eut une pause de l'autre côté. Puis Julie répondit et il y avait de l'affection dans sa voix. « D'accord, on vous attend. »
1 heure plus tard, les 3 femmes étaient dans la voiture d'Hélène, en route pour le cimetière de Loyasse. Belle était dans son siège auto à l'arrière, fredonnant une chanson qu'elle avait apprise dans sa nouvelle école. Ce n'était plus la crèche associative, c'était une école maternelle privée, avec la méthode Montessori et des enseignantes spécialisées. Julie avait résisté au début, disant que c'était une ostentation inutile. Mais Hélène avait argumenté qu'il s'agissait de donner à Belle les meilleures opportunités possibles, pas une question de statut. Et Julie avait cédé à la condition qu'elle-même amène et aille chercher sa fille tous les jours, maintenant la routine et la proximité. Elles arrivèrent au cimetière lorsque le soleil perça enfin la brume. L'endroit était calme, seulement quelques visiteurs dispersés dans les allées. Hélène prit le bouquet de fleurs qu'elle avait apporté, des lys blancs comme toujours, mais partageant maintenant l'espace avec de simples marguerites que Belle avait choisies chez un fleuriste de quartier. Belle tenait la main de Julie d'une main et celle d'Hélène de l'autre, balançant les bras en marchant. Lorsqu'elles arrivèrent au caveau de la famille Dubois, la petite lâcha les 2 mains et courut jusqu'à la stèle, touchant le marbre froid de sa paume ouverte, comme elle le faisait à chaque fois. « Salut papa, j'ai encore apporté des fleurs. Les jaunes sont mes préférées. » Julie et Hélène restèrent un peu à l'écart, laissant de l'espace pour ce moment de Belle avec le père qu'elle n'avait jamais connu personnellement, mais qu'elle apprenait à aimer à travers les histoires qu'elle entendait. La petite parlait à la stèle comme si Rodrigue pouvait l'entendre, lui racontant sa nouvelle école, les amis qu'elle s'était faits, le dessin qui avait reçu une étoile de la maîtresse. Elle lui parle comme si c'était la chose la plus naturelle du monde, commenta doucement Julie. Hélène hocha la tête. Parce que pour elle, c'est naturel. Elle n'a pas le poids du deuil, de la perte concrète. Elle n'a que l'amour et les histoires. C'est peut-être la façon la plus pure de garder quelqu'un en vie. Les 2 femmes restèrent silencieuses un moment, observant Belle arranger les fleurs dans le vase avec le plus grand soin. La langue sortit en signe de concentration. Julie parla enfin. « Vous savez, Madame Dubois, j'ai passé tellement de temps en colère contre vous, tellement de temps à vous reprocher tout ce qui n'a pas marché entre Rodrigue et moi. Je pensais que si vous nous aviez acceptés depuis le début, tout aurait été différent. » Hélène regarda Julie. « Et tu avais raison, ça aurait été différent. Rodrigue serait là, vous seriez ensemble. Belle aurait son père. » Julie secoua la tête. « Mais j'ai appris que la colère ne change pas le passé. Et que parfois les gens font des erreurs non pas parce qu'ils sont méchants, mais parce qu'ils ont peur. Vous aviez peur de perdre le contrôle, de perdre Rodrigue, de voir le monde que vous connaissiez s'effondrer. Je comprends ça maintenant. » Hélène sentit les larmes monter. « Tu es bien plus généreuse que je ne le mérite. » Julie sourit en coin. « Ce n'est pas de la générosité, madame, c'est de la survie. J'avais besoin d'apprendre à pardonner, parce que porter la colère est trop lourd, et parce que Belle mérite de grandir sans ce poids. Elle mérite d'avoir une famille qui s'aime vraiment, pas qui fait semblant, de s'aimer par obligation. » Elles furent interrompues lorsque Belle revint en courant et sauta devant elle. « Voilà, j'ai tout bien arrangé. Papa va aimer. » Hélène s'agenouilla pour être à la hauteur de sa petite fille. « Il va sûrement aimer, mon amour. C'est magnifique. » Belle étudia le visage d'Hélène avec cette attention intense qu'ont les jeunes enfants. « Mamie, tu ne pleures plus autant quand tu viens ici. » Hélène sourit malgré les larmes qui insistaient à apparaître. « C'est parce que maintenant je t'ai. Quand on perd quelqu'un qu'on aime, la douleur ne s'en va jamais, complètement. Mais quand on a d'autres personnes à aimer, la douleur devient plus légère. Ça a du sens pour toi ?» Belle réfléchit un moment. « Je crois que oui. C'est comme quand je tombe et que je m'écorche le genou. Ça fait très mal au début. Mais après, maman met un pansement et un bisou et ça fait encore un peu mal, mais je peux rejouer. » Julie rit. Cette petite est une philosophe et elle ne le sait même pas. Elles restèrent là encore une demi-heure. Julie raconta à Rodrigue, parlant à la stèle comme s'il pouvait l'entendre, qu'elle réussissait bien ses cours du soir, qu'elle avait eu une bonne note en maths, qu'elle pensait faire une prépa après. Hélène partagea des nouvelles de l'entreprise, comment elle avait créé un programme de bourse d'études pour les enfants des employés, en hommage au travail social que faisait Rodrigue. Et Belle resta simplement assise dans l'herbe, faisant des couronnes de fleurs avec les marguerites qui restaient. Quand elles se levèrent enfin pour partir, Belle fit un dernier bisou sur la stèle. « Au revoir, papa. On revient la semaine prochaine. »
Sur le chemin du retour vers la voiture, elles rencontrèrent une autre famille visitant une tombe voisine. Une dame âgée, 2 adultes qui semblaient être ses enfants. Un jeune enfant. L'enfant regarda Belle et lui fit un signe de la main. Belle répondit par un signe et un sourire. Les 2 grands-mères échangèrent un regard de compréhension, cette reconnaissance silencieuse de celles qui partagent l'expérience du deuil et de la continuité. De retour dans la voiture, Hélène prit une décision à laquelle elle pensait depuis des semaines. « J'ai une proposition à vous faire, mais je veux qu'il soit clair que ce n'est qu'une suggestion. Vous avez toute la liberté de dire non. » Julie ajusta Belle dans son siège auto avant de répondre. « Dites-moi, madame. Je pense transformer une partie de la demeure en un espace communautaire, des cours d'alphabétisation pour adultes comme ceux que donnait Rodrigue, du soutien scolaire pour les enfants, des ateliers de formation professionnelle. Je voudrais faire ça en sa mémoire. Et je voudrais que tu m'aides à coordonner, Julie. Tu comprends les besoins de la communauté d'une manière que je ne comprendrai jamais. » Julie resta silencieuse, en train de digérer l'information. Hélène continua. « Ce serait un travail rémunéré, bien sûr, avec des horaires qui s'adapteraient à tes études. Et Belle pourrait rester là les après-midi, il y a largement assez d'espace pour aménager une salle de jeu. Mais si tu trouves que c'est trop contrôlant, que j'essaie de t'attacher à la famille d'une manière que tu ne veux pas, je comprends et je n'insisterai pas. » Julie regarda par la fenêtre, voyant la ville défiler. Elle réfléchit longuement. Finalement, elle se tourna vers Hélène. « Il y a une condition. Laquelle ? Je ne suis pas seulement la coordinatrice. Je suis la directrice. Je prends les décisions sur le fonctionnement, sur les bénéficiaires, sur les programmes offerts. Vous financez, mais je dirige. Ça peut être comme ça ?» Hélène tendit la main. « Ça peut être exactement comme ça. » Les 2 femmes se serrèrent la main, scellant l'accord. Depuis le siège arrière, Belle applaudit. « Ça veut dire qu'on va travailler ensemble, comme des partenaires ?» Julie rit. « Oui, mon amour, comme des partenaires. » Les mois suivants, le projet prit forme. Une aile entière de la demeure fut rénovée pour devenir le centre communautaire Rodrigue Dubois. Julie travailla sans relâche, recrutant des professeurs bénévoles, organisant les horaires, nouant des partenariats avec des ONG et des écoles publiques. Hélène assura le financement, mais laissa véritablement Julie aux commandes, n'intervenant que lorsqu'on le lui demandait. L'inauguration eut lieu un samedi ensoleillé de septembre. Plus de 200 personnes étaient présentes, des habitants de la Duchère, où Rodrigue avait donné des cours, des employés de l'entreprise de construction, des membres de la famille Dubois, tous unis par un but commun. Julie fit le discours d'ouverture. Elle parla de Rodrigue, de sa conviction que l'éducation était la seule, véritable forme de transformation sociale. Elle parla de seconde chance, de la façon dont elle-même avait l'opportunité de terminer ses études et de rêver d'université. Elle parla d'espoir. Hélène observait depuis le fond de la salle, les larmes coulant librement. Béatrice était à ses côtés, également émue. La cousine toucha l'épaule d'Hélène et murmura « Il serait fier. »« Il le serait », acquiesça Hélène. Belle, vêtue d'une petite robe jaune que Julie avait cousue spécialement pour l'occasion, coupa le ruban inaugural avec des ciseaux trop grands pour ses petites mains, ayant besoin de l'aide de Julie pour terminer la coupe. Quand le ruban se rompit et que tout le monde applaudit, la petite poussa un cri de joie et courut se blottir contre les jambes d'Hélène. « On l'a fait, mamie, on a fait quelque chose de bien. » Hélène la prit dans ses bras. « Oui, mon amour, nous l'avons fait, toi, moi et ta maman, ensemble. » Ce soir-là, après que tout le monde fut parti et que la maison fut revenue au silence, les 3 femmes s'assirent dans le jardin. Belle était presque endormie dans les bras de Julie, épuisée par l'émotion de la journée. Hélène servit du thé et elles restèrent là, appréciant simplement la quiétude, le poids de tout ce qu'elles avaient construit ensemble. « Madame Dubois », commença Julie, et Hélène nota que c'était la première fois en des mois qu'elle utilisait ce traitement formel. « Je peux vous demander quelque chose ? » ?»« Bien sûr. Arrêtez de m'appeler madame. Mon nom est Julie. Et après tout ce qu'on a traversé, je pense qu'on peut être simplement Hélène et Julie. » Hélène sourit, sentant quelque chose se détendre en elle. « Julie, c'est un joli nom. Je l'ai toujours pensé, mais j'avais peur d'être trop familière. »
Et je vous ai toujours appelé madame, parce que j'avais peur d'être irrespectueuse, admit Julie. Mais le respect n'a rien à voir avec la formalité. Il s'agit de reconnaître la valeur de l'autre personne. Et je reconnais votre valeur, Hélène, de la même manière que j'espère que vous reconnaissez la mienne. Je la reconnais, dit Hélène avec conviction. Tu es l'une des femmes les plus fortes que j'ai jamais rencontrées, et une meilleure mère que je ne l'ai jamais été. Julie secoua la tête. Vous apprenez, et c'est ça qui compte. Pas ce que vous avez été, mais ce que vous choisissez d'être maintenant. Belle bougea dans les bras de Julie, marmonnant quelque chose d'inintelligible dans son sommeil. Hélène regarda sa petite fille et sentit son cœur déborder d'un amour si intense que c'en était presque douloureux. Je n'aurais jamais imaginé être grand-mère comme ça, faire partie d'une famille comme ça. Comme ça comment? Demanda Julie. Imparfaite, rafistolée, construite sur des erreurs et du pardon, mais réelle, si absurdement réelle. Les meilleures choses sont imparfaites, dit Julie, parce que la perfection n'existe pas. Ce qui existe, c'est l'effort sincère de faire mieux chaque jour. Quelques mois de plus passèrent. Le centre communautaire fonctionnait à pleine capacité. Julie termina le lycée avec mention et s'inscrivit dans une classe préparatoire pour le concours d'entrée en école de service social. Elle s'était découvert une passion pour aider les gens à naviguer dans les systèmes bureaucratiques, à accéder à des droits qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient. Hélène la soutenait à chaque étape, mais en gardant toujours la distance que Julie établissait, en respectant toujours les limites. Belle grandissait trop vite, comme tous les enfants. Elle venait d'avoir 3 ans. La fête d'anniversaire eut lieu à la demeure, mais Julie insista pour tout organiser, choisir la décoration simple mais joyeuse, faire le gâteau elle-même. Hélène contribua avec l'espace et la liste des invités, qui incluait aussi bien les enfants de l'école privée que ceux de la communauté où fonctionnait le centre. Ce fut une fête bruyante, chaotique, pleine d'enfants courant partout. Béatrice se plaignit avec bonne humeur du désordre. Paul plaisanta en disant qu'il n'avait jamais vu autant d'enfants réunis dans la demeure en même temps. Mais tous s'accordaient à dire que la maison n'avait jamais semblé aussi vivante. Au milieu de la fête, Belle s'approcha d'Hélène avec quelque chose dans les mains. C'était une petite boîte en carton décorée de paillettes et d'autocollants. « Mamie, je t'ai fait un cadeau. » Hélène ouvrit la boîte avec soin. À l'intérieur, il y avait un dessin. Il montrait 5 bonshommes allumettes cette fois. Un grand, avec les cheveux courts et une jupe, identifié par un H. Un moyen avec de longs cheveux identifié par un J. Un petit avec un nœud dans les cheveux et un grand B, et 2 silhouettes dans le ciel, parmi des nuages dessinés en bleu clair. L'une avait un R, l'autre juste un point d'interrogation. « Qui sont ces 2 personnes dans le ciel ?» demanda Hélène, la voix étranglée par l'émotion. Belle pointa son petit doigt. « Ça, c'est papa. Et ça, c'est le papy que je n'ai jamais connu. Maman a dit qu'il est parti quand papa était petit. » Hélène regarda le dessin et, pour la première fois depuis des décennies, pensa à son mari qu'elle avait perdu il y a tant d'années à cause d'un problème cardiaque. Il était parti quand Rodrigue n'avait que 10 ans. Elle avait élevé son fils seule, déterminée à être père et mère à la fois, contrôlant chaque aspect de la vie du garçon pour s'assurer qu'il aille bien. Et dans ce processus, elle était devenue trop dure, trop contrôlante, incapable de permettre à Rodrigue d'avoir sa propre vie. « Il est parfait », dit Hélène en serrant Belle dans ses bras. « Je le garderai pour toujours. » La fête continua jusqu'au coucher du soleil. Quand la dernière famille fut partie et que les lumières du jardin s'allumèrent automatiquement, Hélène, Julie et Belle s'assirent sur les marches de la terrasse. Belle était au milieu, ses petites jambes se balançant, encore trop excitée par la journée pour penser à dormir. « C'était la meilleure fête de ma vie », déclara la petite. « Il y avait du gâteau et de la musique et tous mes amis sont venus. » Julie embrassa le sommet de la tête de sa fille. « Tant mieux, mon amour, tu mérites toutes les fêtes du monde. » Belle regarda Hélène. « Mamie, je peux te poser une question ?»« Tu peux. Tu es encore triste à cause de papa ?» Hélène réfléchit attentivement à la réponse. « Oui, je le suis. Il me manque tous les jours. Mais ce n'est plus cette tristesse qui m'empêchait de vivre. Maintenant, c'est un manque qui cohabite avec la joie de t'avoir. Les 2 choses peuvent exister en même temps. » Belle hocha la tête, semblant comprendre mieux qu'une enfant de 3 ans ne le devrait. «
Ma maîtresse a dit que l'amour continue même quand les gens s'en vont. C'est vrai. C'est la plus grande vérité qui soit, confirma Hélène. Elles restèrent là jusqu'à ce que les étoiles commencent à apparaître dans le ciel. Julie en pointa une particulièrement brillante. « Regarde, Belle, celle-là, c'est l'étoile de ton papa. Il veille sur nous de là-haut. » Belle fit un signe de la main vers le ciel. « Salut, papa. Je suis heureuse ici en bas. » À cet instant, Hélène ressentit une paix qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Ce n'était pas la paix de l'absence de problème ou d'une vie parfaitement contrôlée. C'était la paix d'accepter que la vie est imprévisible, que l'amour est plus fort que le contrôle, que la famille est composée de ceux que nous choisissons d'aimer et de ceux qui choisissent de nous aimer en retour. Les semaines se transformèrent en mois. La première année complète depuis la rencontre au cimetière approchait. Hélène avait tellement changé que parfois, elle se regardait dans le miroir et se reconnaissait à peine, pas physiquement, bien qu'elle ait quelques rides de plus à force de sourire, mais intérieurement. Elle avait cessé d'être l'impénétrable femme d'affaires pour devenir quelqu'un capable de vulnérabilité, d'admettre ses erreurs, de demander de l'aide. Un dimanche matin, les trois femmes retournèrent au cimetière. C'était devenu une tradition mensuelle, un rituel qui n'était plus lié à la douleur mais à la mémoire et à la continuité. Belle déposa des fleurs fraîches, parla à son père de l'école, de ses amis, de la vie. Quand elles eurent terminé, au lieu de partir directement, Hélène suggéra d'aller au parc où elles avaient eu leur première rencontre. Julie accepta. Au parc, Belle courut vers le même toboggan où elle avait joué ce jour transformateur. « Tu te souviens de la première fois où nous sommes venus ici ensemble ?» demanda Hélène à Julie. « Je m'en souviens, » répondit Julie. « J'avais une peur bleue. Je pensais que tu allais essayer de m'enlever Belle, que tu allais utiliser ton pouvoir, ton argent, ton influence. Et moi, j'avais une peur bleue que tu me rejettes, » admit Hélène. « Que tu décides que je ne méritais pas de faire partie de la vie de Belle après tout ce que j'avais fait. » Les deux femmes rirent de l'ironie. « Tant de peur, » dit Julie. « Et au final, la seule chose dont nous avions besoin, c'était du courage d'essayer. » Elles observèrent Belle jouer, maintenant avec d'autres enfants qui étaient au parc. La petite se faisait facilement des amis, distribuait des sourires, incluait tout le monde dans ses jeux. C'était si différent de la façon dont Hélène avait élevé Rodrigue, isolé dans des écoles d'élite, entouré uniquement d'enfants de familles approuvées. « Julie, » dit soudain Hélène, « merci. » Julie la regarda surprise. « Pourquoi ?»« De m'avoir donné une seconde chance, de ne pas m'avoir jugé uniquement sur mes pires moments, de m'avoir permis de faire partie de votre famille. » Julie prit la main d'Hélène. « Vous n'êtes pas seulement permise, vous êtes essentielle. Belle vous aime. Et moi ?» Elle hésita puis continua. « Je vous aime aussi, comme une vraie famille, pas par obligation, mais par choix. » Hélène serra la main de Julie, incapable de parler, les larmes coulant librement. Pour la première fois, ce n'étaient pas des larmes de regret ou de douleur, c'étaient des larmes de pure gratitude. Quand le soleil commença à se coucher, peignant le ciel de tons orangés et roses, les trois femmes retournèrent à la voiture, Belle au milieu, tenant leurs deux mains. Sur le chemin, elles chantèrent la chanson préférée de la petite, Faux mais heureuse. Ce soir-là, après avoir déposé Julie et Belle à leur appartement, Hélène retourna à la demeure. Mais cette fois, l'immense maison ne semblait pas vide. Elle semblait pleine de bons souvenirs, de rires qui résonnaient sur les murs, d'un avenir qui avait enfin un sens. Elle monta une dernière fois dans la chambre de Rodrigue. Elle prit la photo qu'elle gardait sur la table de chevet, celle du garçon souriant, tenant une petite voiture. Elle embrassa l'image et murmura « J'ai tenu ma promesse, mon fils. Je prends soin d'elle. Et elle m'apprennent à être meilleure. Merci de m'avoir donné cette chance. Merci d'avoir aimé Julie. Merci pour Belle. Merci pour tout. » Elle remit la photo à sa place et sortit de la chambre, laissant la porte ouverte. Elle n'avait plus besoin d'être fermée à clé. La mémoire de Rodrigue n'était pas emprisonnée dans cet espace. Elle était vivante en Belle, dans ses yeux verts, dans son sourire généreux, dans la bonté qui débordait de chaque geste. Elle était vivante dans le centre communautaire qui portait son nom, aidant des centaines de personnes à accéder à l'éducation et à des opportunités. Elle était vivante en Julie, qui continuait le travail social qu'il avait commencé. Elle était vivante en Hélène,
qui avait enfin appris qu'aimer n'est pas contrôler, mais libérer. Et c'est ainsi que, dans une demeure à Lyon, dans un quartier de la Duchère, dans un appartement de classe moyenne, et dans le cœur d'une petite fille de 3 ans, Rodrigue continuait de vivre. Non pas comme un fantôme du passé, mais comme une présence transformatrice dans le présent. 3 générations de femmes, une grand-mère qui s'est rachetée, une mère qui a résisté, une enfant qui leur a enseigné à toutes le vrai sens de la famille, unie non seulement par le sang mais par le pardon, la seconde chance, l'amour qui a choisi de fleurir même dans les endroits les plus improbables. Et chaque jeudi matin, lorsque la brume recouvrait Lyon, on pouvait voir 3 silhouettes marcher entre les tombes du cimetière de Loyasse. Une femme mûre qui n'avait plus besoin de cacher ses larmes, une jeune femme qui n'avait plus besoin de cacher sa fierté, et une enfant qui leur enseignait à toutes deux, chaque jour, que l'amour est le seul héritage qui compte vraiment. Chers auditeurs, nous espérons que l'histoire d'Hélène, Julie et Isabelle a profondément touché votre cœur. Si vous avez été ému par ce parcours de rédemption, de pardon et d'amour familial, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus marqué dans cette histoire. Était-ce la rencontre au cimetière, la scène où Belle offre le biscuit, les lettres de Rodrigue, ou un autre moment qui vous a serré le cœur? Chaque jour, nous vous proposons des histoires intenses comme celle-ci, qui révèlent le côté le plus profond de l'âme humaine, qui nous rappellent la capacité de transformation que nous portons tous en nous. Nous vous attendons au prochain épisode avec une autre histoire qui vous fera réfléchir sur la vie, l'amour et les secondes chances.